Le grondement d'une Harley-Davidson résonnait dans la brume matinale alors qu'elle s'approchait des grilles en fer forgé du cimetière de Saulx-lès-Prés. Le motard, un homme buriné d'une soixantaine d'années, avait parcouru plus de 1600 kilomètres pour atteindre ce moment, une promesse vieille de 30 ans. Le brouillard du matin s'accrochait aux pierres tombales usées du cimetière de Saulx-lès-Prés comme des esprits réticents, refusant d'affronter le jour qui se levait. Jacques Dubois guida sa Harley-Davidson de 1985 à travers les grilles, le chrome brillant malgré des décennies de service fidèle. À 68 ans, son visage portait les rides profondes d'un homme qui avait traversé des tempêtes dans le désert et des hivers en montagne, chaque cicatrice racontant des histoires qu'il partageait rarement avec qui que ce soit. Il coupa le moteur au fond du cimetière, le silence soudain plus profond que le grondement qui l'avait précédé. Devant lui se dressait une simple pierre tombale en granit. David Lambert, 1952 à 2022, époux et père, adoré. La route continue toujours. Jacques retira ses lunettes de soleil, ses yeux gris acier fixés sur les dates gravées. 3 ans. David était parti depuis 3 ans, et Jacques ne le savait pas. Le poids de cette ignorance pesait sur sa poitrine comme un fardeau physique. « J'aurais dû venir plus tôt, Dave !» La voix de Jacques était rauque, peu habitué à converser avec les morts. « Je crois que j'ai merdé sur ce coup-là. » Il fouilla dans sa veste et en sortit une flasque en argent, dévissant le bouchon avec des mains épaissies par des années de mécanique et de choix difficiles. Jacques versa du whisky à la base de la pierre tombale, puis prit une gorgée lui-même, la brûlure familière et étrangement réconfortante. « Tu te souviens de ce que je t'ai promis en 92 après ce bordel à Nice ?» Jacques parlait à la pierre comme si son vieil ami pouvait répondre. « J'ai dit que s'il t'arrivait quelque chose, je m'assurerais que Martine et ta petite soient prises en charge. » Le vent s'agitait dans les chênes voisins, faisant bruisser les feuilles dans ce qui aurait pu être un accord ou une accusation. 30 ans. C'est long pour garder une promesse au frais, frangin, mais une promesse est une promesse. Jacques s'accroupit, ses genoux protestant contre le mouvement. Il plaça une pièce de défi usée, un souvenir de leur jour de chasseurs alpins en Algérie, au sommet de la pierre tombale. Elle captait la lumière du matin, un emblème de fraternité qui avait précédé leurs années avec le club de motards. Il est temps de tenir parole. Le bistrot du Ruisseau d'Argent se trouvait à l'intersection de la rue principale et de la rue du Chêne, un rappel aux flancs chromés d'une époque meilleure. Comme tout le reste à Ruisseau d'Argent, il portait l'éclat fané d'une ville qui avait culminé dans la seconde moitié du XXe siècle. L'aciérie qui employait autrefois la moitié de la ville avait fermé ses portes en 94 et rien n'avait pris sa place. Jacques gara sa Harley devant le bistrot, observant la rue principale de la ville. Les devantures vides étaient 3 fois plus nombreuses que les commerces actifs. Le bâtiment le plus important était neuf. Un bureau en verre et en acier, avec développement Lefebvre, inscrit sur sa façade, contrastant fortement avec la décrépitude environnante. La cloche au-dessus de la porte du bistrot tinta lorsque Jacques entra. L'intérieur était pur 1962. Banquette en vinyle rouge, table au bord chromé, sol à damier noir et blanc. Un jukebox dans le coin jouait Crazy de France Gall, le volume assez bas pour compléter les conversations matinales plutôt que de les dominer. Jacques prit place au comptoir, retirant ses gants de motard. Il y avait peut-être une douzaine d'autres clients éparpillés. Des hommes plus âgés qui semblaient résoudre les problèmes du monde depuis les mêmes sièges, depuis des décennies. Un couple de routiers terminant leur petit déjeuner et une famille avec 2 jeunes enfants dans une banquette d'angle. « Un café, monsieur ?» Jacques leva les yeux pour voir une serveuse d'une 40aine d'années, les cheveux noirs tirés en une queue de cheval pratique, l'épuisement gravé autour de ses yeux doux. Son badge indiquait Martine. Jacques sentit sa poitrine se serrer alors que la reconnaissance le frappait comme un coup physique. Martine Lambert, la veuve de David. « Noir, s'il vous plaît !»
réussit-il à dire, étudiant son visage. Il pouvait voir ce qui avait attiré David, une beauté naturelle qui persistait malgré une fatigue évidente, des yeux qui suggéraient à la fois l'intelligence et une force inébranlable. « Vous êtes de passage ?» demanda Martine, remplissant sa tasse d'un café assez fort pour réveiller les morts. Quelque chose comme ça. Jacques enroula ses mains autour de la tasse, appréciant sa chaleur. Bon café. C'est la seule chose sur laquelle on ne lésine pas. Martine sourit, mais cela n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Faites-moi signe si vous voulez déjeuner. Jacques hocha la tête, regardant alors qu'elle allait s'occuper d'autres clients. Elle se tenait avec une dignité tranquille, mais il pouvait voir la lassitude dans ses épaules, les signes subtils de quelqu'un portant trop de poids seul. La porte d'entrée tinta à nouveau, et l'attention de Jacques se déplaça. Une adolescente en fauteuil roulant entra, manœuvrant avec une aisance acquise entre les tables. Ses longs cheveux bruns étaient tirés de la même manière que ceux de sa mère, et elle avait la même détermination dans la mâchoire. Ça devait être Julie Lambert, 17 ans maintenant, si les calculs de Jacques étaient corrects. La petite fille de David, plus si petite que ça. Jacques observa la mine de Martine s'éclaircir complètement lorsqu'elle s'approcha de sa fille, se penchant pour embrasser le sommet de sa tête et murmurant quelque chose qui fit brièvement sourire la jeune fille. Julie se dirigea vers une banquette d'angle équipée pour son fauteuil, sortit un ordinateur portable et se plongea immédiatement dans ce qui était à l'écran. Jacques sirota son café, reconstituant la scène. Les femmes Lambert étaient des survivantes, mais quelque chose n'allait pas. Le bistrot montrait des signes de difficulté financière, prix du menu barré et réécrit, une dalle de plafond tachée, des espaces vides là où des décorations avaient été accrochées autrefois. Une autre tasse. Martine était revenue avec la cafetière. Avec plaisir, Jacques acquiesça. Cet endroit est là depuis longtemps. Depuis 1958, répondit Martine avec une fierté évidente. Les parents de mon mari l'ont ouvert. Il a pris la relève quand ils ont pris leur retraite et maintenant, elle fit un geste autour d'elle. C'est à moi. Vous le gérez seul? Juste moi et Julie quand elle n'est pas à l'école. Et notre cuistot, Roger, il est là depuis avant ma naissance, je crois. Elle sourit plus sincèrement cette fois. Jacques observa attentivement son visage en demandant « Votre mari est dans le coin ?» La lumière dans les yeux de Martine s'éteignit. Il est décédé il y a 3 ans. Accident de moto. Jacques hocha la tête, accordant un silence respectueux. Je suis désolé d'entendre ça. Je suis motard moi-même. Il y a toujours des risques sur la route. Il adorait cette moto, dit doucement Martine, perdue dans ses souvenirs. Je n'ai jamais pu le dissuader. La porte d'entrée tinta à nouveau, et l'expression de Martine changea subtilement. Un resserrement autour de ses yeux, un léger redressement de sa posture. Jacques se tourna pour voir ce qui avait causé ce changement. 3 jeunes hommes entrèrent, menés par un grand blond athlétique dans une veste en cuir coûteuse. Son assurance et la déférence dont faisaient preuve ses compagnons le désignaient comme leur chef. Ils prirent une banquette près de Julie, qui se tendit visiblement, se recroquevillant sur elle-même tout en fixant plus intensément son écran. « Excusez-moi », dit doucement Martine à Jacques, allant saluer les nouveaux arrivants avec une politesse professionnelle qui lui coûtait clairement des efforts. Jacques observa l'interaction, notant la condescendance à peine dissimulée dans le ton du blond. Le jeune homme fit mine de vérifier sa montre coûteuse, commentant juste assez fort pour être entendu. « Je suis surpris que cet endroit soit encore ouvert. Papa dit que tout le pâté de maison sera démoli d'ici Noël de toute façon. » La colonne vertébrale de Martine se raidit, mais sa voix resta stable. L'attention des jeunes hommes se tourna vers Julie avec des commentaires moqueurs, juste assez forts pour qu'elle les entende. Jacques vit ses épaules s'affaisser davantage. « Thibault Lefebvre » dit une voix grave à côté de Jacques. Un homme plus âgé avait pris le tabouret adjacent, hochant la tête vers le blond. Le fils du maire est la plus grosse ordure de 3 départements. Les 2 autres ne font que suivre où Thibault mène.
Jacques hocha la tête, prenant note de l'information. « Et ils ont des antécédents avec la jeune fille ?» Le vieil homme soupira. « Julie est une bonne gamine, intelligente comme tout. Elle tient une sorte de blog qui a attiré l'attention en dehors de Ruisseau d'Argent. On dit qu'elle a écrit quelque chose sur les plans de développement Lefebvre qui n'a pas plu au maire. Alors Junior règle ses comptes pour papa. » La main de Franck se serra autour de sa tasse de café alors qu'il regardait Thibault donner un coup de coude à l'un de ses compagnons, pointant la tête vers Julie. Le deuxième garçon sourit et sortit son téléphone, le positionnant pour enregistrer tout en essayant de paraître désinvolte. Julie Lambert se concentra sur l'écran de son ordinateur portable, essayant d'ignorer la sensation d'être observée. Thibault et ses amis lui avaient rendu la vie de plus en plus difficile ces derniers mois, depuis son article de blog sur le plan de revitalisation du centre-ville de développement Lefebvre. Un plan qui déplacerait une demi-douzaine d'entreprises familiales, dont le bistrot. Son article avait été repris par un site d'information régional, ce qui avait conduit à des questions inconfortables lors d'une réunion du conseil municipal. Le maire Lefebvre n'avait pas apprécié les projecteurs et Thibault s'était assuré que Julie en ressente les conséquences. Elle tapa un autre paragraphe pour son article de suivi, reconnaissante pour la distraction. Son blog, Roux et mots, avait commencé comme un projet scolaire partageant ses expériences en tant qu'utilisatrice de fauteuils roulants dans une petite ville, avec une accessibilité limitée. Il s'était développé pour englober des questions plus larges de communauté et de justice économique, des sujets qu'elle savait que son père aurait approuvés. L'assiette de crêpes que sa mère avait placée devant elle restait intacte. Elle n'avait pas faim, mais savait que maman s'inquiéterait si elle ne mangeait pas. Martine Lambert avait déjà suffisamment de soucis. Julie leva brièvement les yeux, croisant le regard de Thibault. Il sourit, murmurant quelque chose qui fit rire ses amis. Elle baissa les yeux rapidement, mais pas avant de remarquer l'homme plus âgé au comptoir, observant l'interaction avec les yeux plissés. Quelque chose chez lui rappelait les quelques souvenirs qu'elle avait de son grand-père. Un homme qui parlait rarement, mais qui attirait l'attention chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Prenant une profonde inspiration, Julie enregistra son travail et ferma l'ordinateur portable. Elle avait besoin de manger quelque chose, ne serait-ce que pour rassurer sa mère. Alors qu'elle prenait sa fourchette, elle entendit un mouvement à la table de Thibault, le grincement d'une chaise poussée en arrière. Des pas s'approchèrent et Julie garda les yeux sur son assiette, espérant que si elle ne s'engageait pas, il la laisserait tranquille. Pas de chance. « Salut, catastrophe roulante !» La voix de Thibault dégoulinait de fausse amabilité. « Tu écris encore des saletés sur les projets de mon père ?» Julie posa sa fourchette, rencontrant son regard avec autant de dignité qu'elle pouvait en rassembler. « Ça s'appelle du journalisme, Thibault. Tu le reconnaîtrais peut-être si tu lisais autre chose que tes propres commentaires sur les réseaux sociaux. » Elle regretta la réplique immédiatement. Le sourire de Thibault disparut, ses yeux se durcissant dangereusement. « Tu sais, mon père avait raison sur ta famille ?» Thibault se pencha inconfortablement près. « Les déchets Lambert tiennent une décharge qui freine cette ville. Ton blog d'handicapé ne changera rien à ce qui arrive. » Julie sentit la chaleur monter à ses joues, la colère submergeant brièvement la peur. « Au moins, nous avons construit quelque chose dans cette ville. Qu'est-ce que ta famille a fait d'autre que de profiter du travail des autres ?» Le visage de Thibault devint rouge. Derrière lui, son ami leva son téléphone plus haut, enregistrant clairement. Le troisième garçon bougea pour bloquer la vue depuis le comptoir. « Tu te crois si intelligente, » siffla Thibault. « On va voir si tu as l'air aussi intelligente avec le petit déjeuner sur les genoux. » Sa main se dirigea vers son assiette et Julie se prépara à l'humiliation inévitable. Jacques en avait assez vu. Il était sur ses pieds avant même qu'une pensée consciente n'intervienne, des décennies d'instinct prenant le dessus. Il se déplaça avec une vitesse surprenante, contournant la tentative du garçon de bloquer son chemin. « Ça suffit, fiston. » La voix de Jacques était basse, mais porta à travers le bistrot soudainement silencieux.
Thibault se redressa, se tournant pour faire face à l'interruption, avec un agacement qui se transforma rapidement en prudence, lorsqu'il prit note de la taille et de l'allure de Jacques. « Ce ne sont pas vos affaires, le vieux, » dit Thibault, l'incertitude vacillant dans ses yeux. Jacques se rapprocha, se positionnant entre Thibault et la table de Julie. « Je me les approprie. » Le bistrot était devenu silencieux. Même le jukebox semblait faire une pause entre les chansons. « Vous savez qui est mon père ?» La voix de Thibault portait l'assurance de quelqu'un habitué à ce que cette phrase fonctionne. « Je ne sais pas. Je m'en fous. » Les yeux de Jacques ne quittèrent jamais le visage de Thibault. « Retourne à ta table maintenant. » Le garçon avec le téléphone rit nerveusement. « Mec, ce vieil homme se croit dans un western ou quoi ?» Le regard de Jacques se porta sur le téléphone, puis revint à Thibault. « Dis à ton ami de ranger ça, à moins qu'il ne veuille le manger. » Quelque chose dans le ton de Jacques se fit sentir, parce que Thibault fit signe à son ami de baisser l'appareil. Le blond recula d'un pas, réévaluant la situation. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit Thibault, sa voix retrouvant une certaine arrogance. « Alors, vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent à Ruisseau d'Argent. Éclairez-moi. » Jacques croisa les bras, les avant-bras burinés exposés là où il avait remonté les manches de sa veste. Martine sortit de la cuisine, se figeant en prenant note de la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Rien, Madame Lambert, » dit Thibault, soudainement poli. « Je prenais juste des nouvelles de Julie. » Elle semblait contrariée plutôt. L'expression de Martine montra clairement qu'elle ne le croyait pas. « Julie va bien. Votre nourriture refroidit, les garçons. » L'impasse persista avant que Thibault ne hausse les épaules, offrant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'essayais juste d'être amical. N'est-ce pas, Julie ?» Julie ne dit rien, son visage un masque prudent qui brisa le cœur de Jacques. Il reconnut cette expression, la neutralité forcée de quelqu'un qui avait appris que montrer de la douleur n'invitait qu'à plus de tourments. Thibault frôla Jacques en passant, heurtant délibérément son épaule. « Profitez de votre visite à Ruisseau d'Argent, Pépé. Ne restez pas trop longtemps. » Jacques resta immobile, regardant les trois retourner à leur banquette. Ce n'est que lorsqu'ils furent assis qu'il se tourna vers Julie. « Ça va, mademoiselle ?» Elle hocha la tête, les yeux baissés. « Merci, » dit-elle doucement. Jacques retourna au comptoir, sentant le regard noir de Thibault sur son dos. Le vieil homme qui avait parlé plus tôt hocha la tête en signe d'approbation, mais son expression était inquiète. « Vous venez de vous faire un ennemi, » murmura l'homme. « Les Lefebvre ont une longue mémoire et beaucoup d'influence dans cette ville. »« Ce ne serait pas mon premier ennemi, » répondit Jacques, terminant son café. Martine s'approcha, remplissant sa tasse sans demander. « Merci, » dit-elle doucement. Peu de gens tiennent tête à Thibault. Il devrait y en avoir plus qu'il fasse. Jacques croisa son regard, voyant de la gratitude mêlée à de l'inquiétude. Le truc, c'est... Martine jeta un coup d'œil vers la table des garçons, baissant la voix. Son père dirige vraiment cette ville. Maire, chef de la police, la moitié du conseil municipal, tous dans la poche de Richard Lefebvre. Ce genre de pouvoir ne fonctionne que lorsque les gens ont peur, dit Jacques. Le sourire de Martine était triste. Ici, la plupart des gens ont de bonnes raisons d'avoir peur. Les emplois sont rares et les industries Lefebvre emploient un quart de la ville. Jacques comprit. Il l'avait déjà vu, de petites villes, à la merci d'une seule entité puissante. La dynamique ne changeait jamais, seulement les noms et les visages. « Votre fille ?» Jacques hocha la tête vers Julie, qui était retournée à son ordinateur portable, bien que sa nourriture restât intacte. Elle ne semble pas du genre à reculer facilement. La fierté vacilla dans les yeux de Martine. C'est la fille de son père, têtue comme une mule. Jacques hésita, puis attrapa son portefeuille. « Je vous dois combien pour le café ?»« C'est pour la maison, » insista Martine. « C'est le moins que je puisse faire. » Jacques hocha la tête en signe de remerciement, laissant quand même 20 € sur le comptoir. Il se leva pour partir lorsque le bruit d'une céramique brisée le fit se retourner.
Thibault et ses amis étaient sur le point de partir, et en passant devant la table de Julie, Thibault l'avait accidentellement heurté, en voyant son assiette et son ordinateur portable s'écraser sur le sol. Du sirop s'était répandu sur le carrelage, s'infiltrant dans le clavier de l'ordinateur. « Oups !» dit Thibault, avec une inquiétude exagérée. « Tellement maladroit de ma part. J'espère que tu avais fait une sauvegarde. » Jacques bougea sans réfléchir, traversant la distance en 3 enjambées. Sa main se referma sur le haut du bras de Thibault avec une force de fer, faisant pivoter le jeune homme pour qu'il le regarde. « Excuse-toi !» dit Jacques, sa voix dangereusement douce. Le visage de Thibault se tordit de colère et de surprise. « Enlevez vos mains de moi, le vieux, ou je vous ferai arrêter pour agression. » Du coin de l'œil, Jacques vit l'ami de Thibault lever à nouveau son téléphone. « Collecte de preuves. »« Excuse-toi, » répéta Jacques, « et ensuite tu pourras raconter à ton papa l'histoire que tu veux. » Thibault essaya de se dégager, mais la prise de Jacques était inamovible. Pour la première fois, une peur authentique vacilla sur le visage du jeune homme. « Jacques !» La voix de Martine coupa la tension. « S'il vous plaît, lâchez-le. » L'utilisation de son prénom surprit suffisamment Jacques pour que sa prise se relâche. Thibault se retira, se frottant le bras, le visage rouge d'humiliation et de rage. « Vous êtes finis dans cette ville, » cracha-t-il. « Tous les deux, mon père va entendre parler de ça. »« Je suis sûr qu'il le fera, » répondit Jacques calmement. « Maintenant, excuse-toi auprès de la jeune femme. » Le visage de Thibault se tordit en un sourire laid. « Désolé pour ton ordinateur portable, l'handicapé. Tu pourras peut-être lancer une collecte de fonds caritative sur ton blog pathétique. » Avant que Jacques ne puisse réagir, Martine s'interposa. « Sortez », dit-elle fermement, malgré le tremblement dans ses mains. « Tous les 3, et ne revenez pas. » Thibault redressa sa veste, se recomposant. « Je n'en rêverai pas. Cet endroit sera un parking d'ici le nouvel an de toute façon. » Après leur départ, le bistrot tomba dans un silence inconfortable. Martine s'agenouilla immédiatement à côté de Julie, qui regardait son ordinateur portable endommagé avec dévastation. « Tout mon travail, » murmura Julie, les larmes aux yeux. « 3 mois de recherche, d'interview. On va le réparer, » promit Martine, bien que l'incertitude assombrit sa voix. « On va trouver une solution. » Jacques inspecta les dégâts. L'ordinateur portable était vieux, maintenu ensemble avec de l'espoir et une manipulation prudente. Le sirop s'était infiltré dans le clavier et peut-être dans les composants internes. « Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être récupérer les données, » se surprit-il à dire. « Un vieil ami qui est doué avec les ordinateurs. » Les 2 femmes le regardèrent avec surprise, comme si elles avaient oublié sa présence. « Pourquoi nous aideriez-vous » demanda Julie avec une franchise adolescente. « Vous ne nous connaissez même pas. » Jacques croisa son regard, voyant les yeux de David le regarder en retour, intelligent, interrogateur, intransigeant. Il pensa à la promesse faite il y a des décennies, debout au-dessus d'un lit d'hôpital à Nice, après qu'une bagarre de club ait failli coûter la vie à David. « Disons que je dois une faveur à votre famille, » dit-il finalement. « Plus d'une, probablement. » Martine fronça les sourcils, l'étudiant plus attentivement. « On s'est déjà rencontrés ? J'ai l'impression que je devrais vous connaître. » Jacques secoua la tête. « Non, madame, mais j'ai connu votre mari il y a longtemps. » La compréhension se fit jour dans les yeux de Martine, suivie rapidement par de la méfiance. « Vous étiez l'un de ses camarades de l'armée ? » « Quelque chose comme ça, » esquiva Jacques. « Pas besoin de mentionner la connexion avec le club de motards pour l'instant. » Julie regarda entre eux, la confusion cédant la place à la curiosité malgré sa détresse. Jacques pouvait presque voir des questions se former derrière ses yeux. « Laissez-moi vous aider à nettoyer ça, » proposa-t-il, « et ensuite on pourra discuter. » Alors que le soleil de l'après-midi frappait les fenêtres du bistrot, le rush du déjeuner était passé. Jacques était assis en face de Martine dans une banquette, un café frais devant lui. Julie était rentrée chez elle pour se changer après l'incident du sirop, laissant aux adultes l'espace pour parler. « Alors vous avez connu David dans les chasseurs alpins ?»
dit Martine, faisant tourner sa tasse de café en petits cercles. Il ne parlait pas beaucoup de cette époque. La plupart ne le font pas, répondit Jacques. Nous avons servi ensemble en Algérie, des milieux différents, des raisons différentes de s'enrôler, mais nous sommes devenus frères. Et après le service, insista doucement Martine. Jacques hésita. Combien David lui avait-il dit? Nous sommes restés en contact. Nous avons roulé ensemble pendant un certain temps. La compréhension vacille dans les yeux de Martine. Avec le club, dit-elle doucement. Les sourcils de Jacques se levèrent. Alors elle savait. David ne me l'a dit qu'après la naissance de Julie, expliqua Martine. Il a dit qu'il voulait être honnête au sujet de son passé avant que notre fille ne soit assez grande pour poser des questions. Et combien Julie en sait-elle? Rien. La voix de Martine était ferme. David voulait la protéger de cette partie de sa vie. Il a quitté le club avant que nous nous rencontrions, a recommencé à zéro. Pour autant que Julie le sache, son père était un ancien combattant de l'armée qui est devenu mécanicien, puis a repris le bistrot de ses parents. Jacques hocha la tête, comprenant. Beaucoup d'hommes qui ont quitté cette vie ont choisi d'enterrer complètement ce chapitre, surtout lorsque des enfants sont entrés en scène. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois » demanda Martine. « 1992, admit Jacques. Après ça, nous avons échangé des cartes de Noël pendant quelques années, puis la vie est arrivée. J'ai beaucoup déménagé, j'ai perdu le contact. La question tacite planait entre eux, pourquoi maintenant ? Pourquoi, après toutes ces années et 3 ans après la mort de David, Jacques Dubois était-il arrivé à Ruisseau d'Argent ? Je n'ai appris le décès de David que la semaine dernière, dit Jacques, répondant à la question non posée. J'étais à Lyon, j'ai entendu un nom mentionné qui m'a ramené en arrière. Je me suis mis à penser à de vieux amis, j'ai fait quelques recherches. Martine l'étudia, pesant ses mots. Et vous êtes venu jusqu'ici parce que... Jacques croisa son regard directement. J'ai fait une promesse à David un jour. J'ai dit que s'il lui arrivait quelque chose, je m'assurerais que sa famille soit prise en charge. Une émotion complexe traversa le visage de Martine. De la surprise, peut-être de l'indignation, et quelque chose de plus difficile à définir. « Nous prenons soin de nous », dit-elle de l'acier entrant dans sa voix. « Ça n'a pas été facile, mais nous nous débrouillons. » Jacques jeta un coup d'œil autour du bistrot. Vinyle rapiécé, installation désuète, la seule serveuse gérant le calme de l'après-midi. Il pensa à la menace de Thibault Lefebvre, à la tension évidente dans la posture de Martine, à l'ordinateur portable endommagé qui contenait le projet passionnel de Julie. « Il semble que vous ayez plus que votre lot de défis », observa-t-il neutralement. Les épaules de Martine s'affaissèrent légèrement, la fierté cédant la place à l'épuisement. Les Lefebvre veulent ce terrain, depuis des années. Richard a commencé par des offres, puis est passé aux menaces. Les impôts ont mystérieusement triplé. Les inspecteurs de la santé se présentent chaque semaine. J'ai dû licencier tout le personnel, sauf un, et l'accident qui a tué David. La question resta pesante pendant un long moment. Accident de véhicule isolé sur la route nationale 16, dit finalement Martine, sa voix tendue. Ils ont dit qu'il avait pris le virage trop vite. Certaines questions restèrent délibérément non posées. Même si j'avais des doutes, dit-elle prudemment. À quoi cela servirait-il maintenant? Je dois penser à Julie, à sauver ce bistrot d'une manière ou d'une autre. La cloche tinta, et Julie revint en fauteuil, portant des vêtements frais, les cheveux humides indiquant une douche rapide. Elle s'approcha de leur banquette, les yeux se déplaçant entre Jacques et sa mère avec une curiosité non dissimulée. « Est-ce que maman vous a raconté comment elle et papa se sont rencontrés ?» demanda Julie à Jacques, la malice dans son expression. « Julie » avertit Martine. « Non, mais j'aimerais bien l'entendre » répondit Jacques. « La moto de papa est tombée en panne devant l'hôpital où maman faisait ses stages d'infirmière » raconta Julie. « Il a dit que c'était le coup de foudre, mais maman dit qu'elle ne lui a parlé que parce qu'elle avait pitié du motard coincé. » L'expression de Martine s'adoucit avec le souvenir. « Il m'a invité à sortir tous les jours pendant 2 semaines avant que je dise oui. Et puis tu as quitté l'école d'infirmière pour t'enfuir avec lui.
ajouta Julie. J'ai pris un congé, corrigea Martine. Et nous sommes partis en voyage. Je suis revenu et j'ai terminé mes études. Jacques vit alors la profondeur de ce que David avait trouvé avec Martine. Pas seulement une évasion de son passé, mais quelque chose d'authentique et de durable, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Votre père était toujours persuasif quand il se mettait quelque chose en tête, dit Jacques. Têtu comme un âne du Poitou, aussi. Julie sourit. Maman dit que c'est de là que je tiens ça. Leur moment fut brisé par le hurlement d'une sirène de police. À travers les fenêtres, Jacques vit une voiture de patrouille du service de police de Ruisseau d'Argent s'arrêter, le gyrophare clignotant. Martine se tendit, sa main atteignant instinctivement le bras de Julie. Deux agents entrèrent, les expressions sombres. Le plus âgé, corpulent avec une moustache grise, scruta le bistrot avant de s'arrêter sur Jacques. « Jacques Dubois ?» demanda-t-il, bien que son ton suggérât qu'il le savait déjà. Jacques hocha la tête, restant assis. « C'est moi. Je suis le chef Bertrand. Voici l'agent Martin. Nous avons reçu une plainte concernant une altercation impliquant des menaces envers des mineurs. » Martine se leva. « C'est ridicule. Ces garçons harcelaient ma fille. Monsieur Dubois a simplement